Il y a des moments où je dis plus jamais. Je te promets, là, vraiment, je pense que ça fait au moins 3 ans que je le dis, plus jamais, là, c'est mon dernier projet IMO. Et puis, une fois que c'est terminé, des fois, 2 semaines plus tard, je dis, ah, ça commence à me manquer, je retournerais bien un peu sur le bon coin. Et elle me dit, je croyais que tu avais dit qu'on arrêtait. Et en fait, c'est naturel, tu vois, c'est un peu plus fort que moi, finalement. Et maintenant, je le fais plus parce que j'aime ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le plaisir d'être avec Benjamin. Salut Benjamin. Salut Mickaël. Écoute, merci de nous accueillir. On est ici chez toi. Et l'idée, c'est de retracer ton parcours d'investisseur, de montrer aussi aux gens qui hésitent, débutent ou qui sont en chemin, ce qu'on peut faire, les défis à relever, ce que tu as appris en chemin, et de partager l'expérience que tu as acquise. Tu peux nous dire, c'est quoi ton patrimoine aujourd'hui et les loyers que ça génère ? Carrément. Et salut à tous et merci Mickaël pour l'invitation. J'avoue que ça fait plaisir de passer sur ta chaîne alors que je te suis depuis une dizaine d'années. Et donc pour retracer rapidement mon parcours, à l'heure actuelle j'ai 18 biens, plus ma résidence principale là où on est à La Rochelle. Et j'ai démarré en 2016, donc ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que j'ai démarré dans l'immobilier. Ok, donc 6 ans, 18 biens, et ça génère combien de loyer à peu près Ça génère quasiment 10 000 euros de loyer, 9 500 euros de loyer. Ok, l'idée c'est de retracer comment tu as démarré pour que partager un maximum de retours d'expérience et puis de défis qu'on doit relever quand on démarre, parce que quelqu'un qui démarre, qui n'a pas démarré, va avoir beaucoup d'idées préconçues, de peur, va évidemment penser que ce que tu racontes est impossible et que tu n'as pas 18 biens, bien sûr, va avoir tout plein d'idées qui vont le limiter et le saborder. Et donc, en partageant des exemples concrets, peut-être que ça mettra un doute et que la personne sera assez curieuse pour essayer d'avancer par elle-même aussi. Donc, 2016, déjà, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à l'immobilier, que tu as envie d'investir, ça sort d'où ? Ça reste assez classique en fait. Je me mets à m'y intéresser parce que j'ai envie d'avoir mon indépendance financière assez rapidement. Et je disais à tous mes amis, donc à ce moment-là, j'ai 25 ans, on est en 2015, j'ai 25 ans. Et on discute dans de longues conversations sur la retraite, comme qu'on ne l'aura pas, etc. Et moi, je dis, j'ai vraiment envie d'avoir ma retraite à 30 ans. Et c'est un peu, j'ai un déclic à 25 ans en disant, je veux ma retraite à 30 ans. Ce qui pour moi ne signifiait pas du tout à 30 ans, j'ai envie de me la couler douce sous une plage ou autre. C'était plus, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux. J'avais plein d'idées de projets, de nouvelles sociétés, notamment dans l'éducation auprès des enfants. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je savais que ça allait être des projets de longue haleine et j'avais envie d'avoir une certaine stabilité financière avant. Donc là, on est en 2015. Ce qui est intéressant, c'est que je commence à me former. Donc je te suis toi, je suis d'autres collègues à toi. Et au moment où je me mets à chercher, et ce point-là est hyper important pour moi, au moment où je me mets à chercher, il y a une énorme dissonance entre ce que j'entends dans les vidéos et la réalité du terrain au début. Et il y a presque un effet qui me décourage, c'est-à-dire que j'entends certaines rentabilités, que ce soit dans tes vidéos ou dans des vidéos de collègues. Et moi, j'ai 25 ans, j'ai aucune expérience, je discute avec des agents immobiliers, je suis pas trop sûr de moi à ce moment-là et je me fais vraiment prendre pour un petit rigolo en fait, tu vois. Quand je leur dis que moi je veux du 10%, que je veux dégager, déjà rien que quand je leur dis que je veux dégager un cash flow, ils disent mais en fait ça n'existe pas, ça monsieur Planche, machin, etc. Et du coup, c'est très curieux pour moi parce que j'ai ce petit moment et du coup, je tenais à le préciser parce que je pense des fois quand on regarde les vidéos, tu vois, on peut passer par ça. Je me dis, c'est vraiment vrai en fait ce qu'ils racontent dans les vidéos parce que là sur le terrain, les agents immo me disent que c'est pas possible. Ouais, et puis les agents, tu vois, tu te dis c'est les pros du secteur, quoi. Ils connaissent, quoi, c'est pas. Ouais, complètement, c'est les pros du secteur. Et puis moi, je te dis, oui, comme tu dis, en fait, eux, c'est les pros du secteur. Et puis toi, en parallèle, tu connais pas grand-chose, tu découvres ce secteur-là. Je tiens à préciser que je suis pas du tout issu d'une famille qui est dans ce milieu-là. Enfin, mon père est à la retraite, c'est un ancien chauffeur routier, et ma maman est coiffeuse à domicile, donc pas du tout issu du milieu de l'immobilier. Je leur en parle, ils m'ont toujours encouragé, ils ont toujours été derrière moi, mais ils n'avaient pas forcément les connaissances sur ce qu'était la rentabilité d'un bien, etc. Tout ça pour dire que ça a duré pendant 3-4 mois, et au bout d'un moment, j'ai vraiment trouvé un bien, qui était même 2 biens en fait, un marchand de biens qui vendait 2 biens, où là vraiment ça a été le premier déclic à me dire c'est possible en fait, en reposant tous mes chiffres, en voyant que le bien, simplement en faisant une rénovation sol, peinture, une belle cuisine aménagée, je pouvais largement augmenter les loyers. Là, j'ai commencé à me dire, en fait, si, c'est vraiment possible. Et ça a été vraiment un énorme switch, du coup. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a un biais, parce que évidemment, sur Internet, on met en avant les meilleurs cas, les cas extrêmes. Mais c'est évidemment loin d'être la majorité. J'essaie de le répéter autant que possible. Les bonnes affaires, ce qu'on appelle les bonnes affaires, c'est 2, 3, 5% de ce qui se vend dans l'immobilier.
un bien standard, les annonces sur les sites d'annonces, c'est vendu à 5-6% de renta, et encore, ça dépend où, mais jamais au-dessus. Ça n'a aucun intérêt. Le vendeur n'a aucun intérêt à vous vendre un bien à 10% sur un site d'annonce. Donc c'est vrai que ça peut créer cette dissonance et puis ce découragement face au marché. Et je le précise aussi souvent, de la même manière que pour les professionnels du secteur qui, eux, ils ont un gros portefeuille, et donc la majorité de ce qu'ils ont, l'immense majorité, c'est comme sur le site d'annonce, c'est des biens qui sont peu ou pas rentables parce que voilà, les vendeurs ne vont pas le vendre à 7%, plus la commission de l'agent, plus ceci, et au bout du compte, évidemment, la renta n'est pas au rendez-vous. Et c'est normal, en fait, on ne peut pas attendre d'eux qui n'aient que des bonnes affaires. Ils en ont quelques-unes, et comme souvent, évidemment, ils le savent bien, ils le gardent pour eux, pour les proches, le cercle d'investisseurs, ce qu'on appelle souvent le off-market. Mais c'est vrai que si tu arrives tout jeune et tu dis bonjour, j'aurai 10%, non, ils vont te dire non. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que maintenant, je connais quand même un bon nombre d'agents immobiliers vu que ça fait 6 ans que je suis dedans, et maintenant j'ai intégré entre guillemets ce cercle d'investisseurs où j'obtiens des biens en off-market. Et maintenant, on en rigole entre guillemets, et des fois je peux même les taquiner là-dessus. Sur certains biens, aujourd'hui, ça sert à rien que tu m'appelles pour ces biens-là, tu sais très bien que tu m'appelles que pour ces biens-là. Et c'est normal, comme tu dis, ils font aussi leur métier vis-à-vis de ce qu'ils ont, quoi. C'est normal, faut pas, en tout cas voilà, faut pas leur reprocher ce point-là parce qu'il faut qu'ils travaillent avec un public aussi diversifié. Il n'y a pas que des jeunes qui veulent du 10% de rentabilité. Donc premier bien, donc tu tombes sur marchand de biens, donc il y a quand même des travaux. Ça te fait peur, ça te fait pas peur? Comment tu? Il y a quand même des travaux, mais des travaux assez simples. C'est vraiment refaire un sol, tout bien repeindre, refaire la cuisine et la salle de bain. Ça reste des choses assez basiques. J'ai vraiment toujours eu la chance d'avoir mon père qui m'aidait sur les travaux juste en me donnant son avis, et qui aussi pouvait m'aider des fois quand les artisans terminaient pas forcément comme on avait prévu, ou on faisait les finitions ensemble, et j'avais ce regard un petit peu extérieur. Donc si d'ailleurs il regarde cette vidéo, je le remercie tout le temps parce c'est cool d'avoir le soutien. Il m'aide énormément, et j'ai vraiment conscience que j'ai eu cette chance-là. C'est pas forcément la chance de tout le monde, il faut avoir d'autres avantages. Moi j'ai eu cet avantage-là, je l'ai encore. Maintenant on travaille main dans la main, et c'est aussi hyper intéressant, ça nous a rapprochés, et c'est une belle aventure qu'on vit en famille. Cool. Mais pour revenir sur ce bien-là, donc c'est vraiment 2 appartements qui sont situés dans le centre-ville d'Angers. Maintenant on peut la citer, elle est connue par bon nombre d'investisseurs. 2 biens, un qui est loué et un où je sais que moi au début je vais habiter dedans. Je sais que je vais pas m'attarder sur Angers dans tous les cas parce qu'on avait un projet de déménager sur La Rochelle justement, et je sais que d'ici 1 an, dans tous les cas, je vais pouvoir le mettre en location. Donc je fais vraiment mes prévisions en fonction de ça, sachant que pour donner quelques chiffres, à ce moment-là, les loyers, c'est 2 appartements de 35 mètres carrés, les loyers sont d'environ de 320-330 €. Oui. Et voilà. Oui. Okay. Donc par rapport à Angers maintenant, ça paraît... Aujourd'hui, tu loues quoi, le double, non, à peu près? C'est ça, exactement. Là, je loue 550 chaque appartement. Ok. Voilà. Okay. Et je pense que je pourrais largement augmenter les loyers. Après, moi, j'ai vraiment quelque chose, je veux que les biens restent assez accessibles, notamment pour les étudiants. Je fais toute ma vie d'étudiant là-bas. Je sais que c'est pas forcément facile, surtout en ce moment à Angers, de trouver des biens. Et j'ai toujours eu ce cheval de bataille où j'ai envie de louer des biens vraiment de qualité, à des prix qui restent quand même abordables, où moi je m'y retrouve. Et pour moi, ça fait vraiment un cercle vertueux dans l'immobilier. Ok, donc premier investissement, donc globalement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe au final plutôt bien. Après, j'ai vraiment des moments très intéressants. C'est qu'avec ce marchand de biens-là, j'arrive à négocier 5 000 €. Je crois qu'il en voulait 115. Je négocie quand même. Grâce aux vidéos, tu vois, je pense que j'aurais pas forcément osé négocier. Je négocie 5 000 €, mais en fait, les biens, lui, il était pressé de les vendre pour un nouvel investissement, comme beaucoup de marchands de biens. Donc, je négocie juste 5 000 €, mais je sais que je m'y retrouve complètement. Et je fais entre 5 et 10 000 € de travaux, finalement. Ok, donc tu fais les travaux, tu mets en location. La partie financement, tu rencontres des difficultés particulières ou pas? Non, et à ma grande surprise en fait. À ma grande surprise, je rencontre vraiment aucun problème. Je vais à ma banque historique avec laquelle je suis depuis tout petit. Et à ce moment-là, elle me finance vraiment sans aucun problème, en expliquant le projet qu'au début, moi, je vais rester dans un des appartements et que l'autre appartement va être loué. Ok, très bien. Après ça, qu'est-ce que tu fais du coup? Après ça, en fait, c'est un énorme déclic. C'est que... je me dis, mais c'est pas si compliqué que ça, en fait. Il y a plusieurs choses. C'est pas si compliqué que ça, et j'y ai pris quand même un énorme plaisir. J'ai appris énormément de choses. J'ai des souvenirs, par exemple, à mon premier rendez-vous de notaire
Donc je découvre vraiment tout ce qui est compromis, acte de vente. Les notaires font des blagues entre eux que je ne comprends pas du tout sur la paperasse. Je me sens vraiment gêné, mais en même temps, c'est dans mon caractère aussi. J'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Et j'ai toujours cet objectif en tête de me dire, à 30 ans, j'ai vraiment envie, pour rien cacher, en fait, j'avais l'envie d'avoir 2000 € net qui tombaient par mois pour pouvoir derrière me consacrer à d'autres projets. Donc on est début 2016 et fin 2016, j'enchaîne sur un immeuble de rapport. À 15 minutes d'Angers, un immeuble de 5 appartements, où là par contre tout était déjà loué. Je savais qu'il y aurait des travaux à faire, de réaménagement, etc. Mais tout était déjà loué à ce moment-là. Ok, donc tu enchaînes avec cet immeuble-là. Donc du coup, pas de travaux à faire dans l'immédiat, relativement rapide. C'est l'avantage de ce type d'opération, c'est que bon, tu te focalises sur le financement et puis il y a déjà les locataires, tout est en place. Ok, t'enchaînes avec quoi après? J'enchaîne en 2017, donc l'année d'après, sachant que j'ai vraiment l'objectif à ce moment-là de me dire par année, je fais forcément une opération immobilière. Une opération par an. Okay. Je suis d'un caractère qui est très fonceur, donc quand j'ai déterminé quelque chose, même si, et des fois je pourrais en parler après, ça m'a peut-être joué un peu des tours, mais ça a aussi été, je pense, une qualité. C'est-à-dire que je voulais absolument faire un bien par an et j'ai acté que même si au bout d'un moment, j'avais pas pile la rentabilité que je voulais, je préférais y aller. Je pense toujours que dans l'immobilier, le temps, il joue dans tous les cas en notre faveur. Et donc, je préférais quand même y aller. Donc là, j'enchaîne sur un simple T2 parce que j'ai dans l'idée de faire de la location courte durée. Okay. Je suis dans ce côté où je sais que je vais avoir 400 € de cash flow avec les 2 premiers biens que j'ai achetés. L'immeuble de rapport, il rapporte environ 500 € de cash flow. Je me dis, maintenant, j'enchaîne avec la location courte durée. Et ça va me rapporter environ 500 €. Ouais, et tu dis tu seras déjà ton objectif, quoi. Voilà. Quasiment. Et je regarde beaucoup de vidéos à ce moment-là sur la location courte durée. Je me dis que ça augmente le cash flow et je me dis go, on part là-dessus. Là, je redescends un petit peu parce que du coup, les locations courte durée, ça me prend énormément de temps. Parce que, donc tu trouves l'appart, tu le mets en place. Je trouve l'appartement, là des travaux, 10 000 € de travaux, pareil, des choses assez basiques. Très bien situé à côté de la place Ney, très bien situé. Je le mets en location, je trouve une jeune étudiante qui peut faire les check-in, les check-out pour moi. Je mets en place les différents logiciels pour gérer Booking, Airbnb ensemble. Et c'est quand même toi qui, au début, de toute façon c'est normal, qui pilote tout. C'est ça, qui pilote tout. Et en fait, je me rends compte que ça me gonfle en fait, très clairement. Oui. Et je me rends compte que ça va pas dans le sens de mon objectif parce que comme tu le dis souvent dans tes vidéos, et je comprends totalement ceux qui font ça, mais en fait, je suis en train de me créer un deuxième job. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. Je sais que ça me correspond pas à mon caractère parce que je suis pas assez méticuleux. Mes décorations, ça a toujours été de très beaux appartements, mais je prends pas d'archi d'intérieur forcément. Donc les appartements sont pas non plus hyper refaits comme ça serait fait par un archi d'intérieur. Et puis il y a pas mal d'exceptions en fait, je trouve quand même dans la location courte durée. En tout cas dans l'expérience que j'en ai. Et même si j'ai l'impression, j'essaye d'améliorer mes process, j'essaye de... L'étudiante qui gère les Airbnb pour moi est vraiment top, elle se donne. Mais il y a tout le temps des petits trucs en fait. Et je me rends compte que je commence à recevoir elle qui m'appelle à 20 h parce qu'il y a ça qui n'a pas marché, un locataire qui n'est pas content, il faut gérer l'avis sur Airbnb, etc. Ça me prend beaucoup de temps et au bout de, je crois quelque chose comme 6 mois, je me dis bon j'arrête et je le mets en location classique meublée. Ok, t'as tenu 6 mois. Ouais, j'ai tenu 6 mois quand même. Ça, ouais. Ok. Oui, mais c'est juste ce que tu dis. Et je fais souvent le parallèle, tu sais, avec le e-commerce. Ouais. Le e-commerce, ça peut être très rentable, il y a plein d'aspects qui sont agréables, etc. Mais c'est vrai que ça correspond aussi à une philosophie particulière de commerçant, quoi. Et si on n'a pas ce truc-là, c'est vrai qu'on peut te promettre tous les résultats du monde que tu veux, etc. Le projet ne va pas fonctionner, quoi, parce que c'est vraiment une approche à part entière. Et pour faire le parallèle avec la courte durée, on est vraiment sur une activité commerciale et donc il y a ce côté exploitation intensive qui est, comme tu dis, le locataire il a un problème à 20 h, qu'il a plus d'eau chaude pour une raison X ou Y, quelqu'un doit faire quelque chose, quoi. Ouais, complètement. Et puis, je pense, tu vois, des anecdotes comme ça, on pourrait en raconter des dizaines et des dizaines. C'est pas d'eau chaude, c'est les voisins qui sont pas contents dans la copropriété, c'est la télé qui marche pas pour raison X ou Y, c'est la connexion Internet. Et toi, tu y es pour rien dans l'histoire, mais il faut que tu gères ça assez rapidement. Et c'est un espèce de cercle vicieux, je trouve.
du mal à s'en sortir. En tout cas, je tiens vraiment à préciser que je parle vraiment de mon expérience. Il y en a qui s'en sont très bien sortis, mais je pense que c'est suivant le caractère de chacun. Et après, il y a plein d'autres manières sans doute de le mettre en place. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas correspondu. Ouais. Oui. Après, là, alors à 2017, ça devait pas trop exister, mais désormais, tu as beaucoup de conciergeries qui vont pouvoir prendre ça en charge. Mais c'est vrai que 2017, t'étais finalement assez tôt sur Airbnb. Ça se faisait pas, c'était pas très généralisé comme aujourd'hui. Donc, ok. Donc, tu changes un peu ton fusil d'épaule dessus, tu le mets en longue durée. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Donc je le mets en longue durée. Chose hyper importante, c'est que j'étais très content d'avoir fait mes chiffres uniquement sur de la location classique. Tu vois, c'est une erreur que tu dis souvent, mais mine de rien, j'étais très content. Le bien me générait au final quand même 150 € ou 200 € de cash flow. Oui, donc tu avais basé tes calculs sur de la location longue durée. Complètement. Comme ça, si jamais tu dois ou tu ne veux plus continuer la courte durée, tu restes quand même rentable et voilà. Exactement. Ouais. Et donc on arrive pour enchaîner en 2018. Et j'aime toujours, ce qui est une qualité aussi ou un défaut à la fois, j'aime bien explorer de nouveaux modes de location. À ce moment-là, il y a le côté colocation qui est en train de monter. Je me dis, ah oui, j'ai pas encore fait de colocation. Je suis encore, moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté mes études. Et donc, j'ai encore pas mal de connaissances qui sont aux études, etc. Et je sais très bien que la colocation, c'est un énorme marché. Je vois que sur Angers, ça marche énormément. Il y a des nouvelles écoles qui s'ouvrent, etc. Donc, j'achète un appartement, 67 000 €, dans lequel il y a 3 chambres. Et du coup, je fais ma première colocation en 2018. Ok, première colocation. Des challenges particuliers sur cette acquisition-là ? Là, des plus gros travaux, notamment des tuyaux de gaz à couper, etc. Donc des complications un peu plus avec l'artisan. Mais en soi, je touche vraiment du bois, mais j'ai jamais eu de soucis particuliers avec l'artisan. Tu vois, il y a vraiment toujours eu des challenges, mais j'ai la chance d'avoir toujours trouvé des artisans qui, par eux-mêmes, prenaient leurs responsabilités et arrivaient directement à trouver les solutions. À ce stade, tu avais ta Dream Team autour de toi, déjà qui était, c'est-à-dire ton artisan un peu de référence. Ouais, c'était cet artisan-là que j'avais déjà fait travailler auparavant, qui était, je m'en suis rendu compte par la suite, qui quand même avait un certain coût, mine de rien, qui était beaucoup plus cher que d'autres artisans que je prends maintenant. Par contre, j'étais vraiment pas du tout embêté. C'est lui qui achetait toutes les matières premières. Tu vois, on parlait tout à l'heure d'artisans où on va leur acheter la matière première. Oui. Lui, il achetait vraiment tout de A à Z. À ce moment-là, je pense que c'est ce qui m'allait bien. J'avais pas envie non plus d'y passer trop de temps. Je faisais certains travaux, notamment la peinture, des choses comme ça, des choses en fait assez basiques qu'on faisait avec mon père, montage de cuisine, des choses basiques, et puis les artisans faisaient le reste. Ok, d'accord. Donc colocation, c'est quoi un peu le cash flow que ça te génère Là, ça me génère 400 € de cash flow sur cette colocation. Sur cette colocation, sachant que celle-ci, je l'ai revendue en 2020 parce que c'était dans une immense copropriété. J'ai découvert aussi l'envers du décor des énormes copropriétés. Où tu crois qu'il y a des économies d'échelle, mais en fait pas du tout, c'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Et je suis hyper content de cette expérience. Je m'en tire très bien parce que je suis à un moment, entre 2016, tu connais très bien, mais 2016-2018, Angers n'a pas encore explosé. Cet appartement-là, je le vends en 2020, donc je fais une très belle plus-value. L'État m'en prend une belle partie, mais il m'en reste quand même une bonne partie derrière que je sais que je vais réinvestir. Et je suis vraiment très content au final de ce projet-là, mais du coup j'ai gardé cet appartement 2 ans. Donc surtout parce que le côté copro, qui est juste énorme à gérer, des frais qui sortent dans tous les sens, des frais qui augmentent continuellement, du coup qui touchent à ma rentabilité. Et après j'apprends qu'ils vont changer l'ensemble du système de chauffage, sachant que c'est vraiment une résidence qui est énorme avec des centaines de logements. Donc je sais que ça va être un coût aussi derrière qui va être important, donc je préfère revendre à ce moment-là. Ok. Donc ça, tu le revends 2 ans plus tard. Exactement. Donc 2018, t'enchaînes avec quoi après ? 2019, on fait une pause pour venir s'installer à La Rochelle, justement, avec ma compagne. On s'est installé autour de 2018 à La Rochelle et en 2019, on a acheté cette résidence-là. Sachant que c'était un beau challenge pour moi parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment à fond dans mon côté, je veux acheter que des actifs. Ma compagne ne le voit pas forcément de cet œil-là. Et en même temps, je me dis qu'avec le recul maintenant, c'était hyper intéressant qu'on achète cette maison-là à ce moment-là. On est hyper content en plus d'habiter à La Rochelle. Mais je sens que c'est le moment de faire un break au niveau des banques. Je commence à avoir un certain endettement. Et c'est le moment aussi d'acheter cette maison qui
qui en soi n'est pas un passif parce que déjà on peut la louer de temps en temps sur Airbnb. Et puis c'était important aussi pour des raisons personnelles de se faire plaisir et d'acheter cette maison. Ok, donc 2019, résidence principale, voilà, c'est le projet de l'année. Ouais, exactement. Ok, et après, ouais, c'est que sur les. Et après, 2020, sur les. Alors 2020, c'est une année un peu particulière. C'est une année particulière, mais je fais quand même un projet. Du coup, c'est très compliqué pour les raisons que tout le monde connaît, mais ça se fait grâce à une belle équipe d'artisans qui est vraiment au top. Où là, c'est vraiment les artisans que j'ai trouvés avec qui je travaille encore sur Angers. Qui sont top, qui s'investissent à fond. On arrive à trouver des moyens pour quand même... Moi, j'habite à La Rochelle, le bien est sur Angers. On arrive toujours quand même à trouver des moyens d'échanger, de se rencontrer, de gérer les travaux à distance. Et là, c'est une nouvelle colocation c'est un local commercial et c'est ma première grosse gestion de travaux. Il y a 50 000 € de travaux. À ce moment-là, les prix ont énormément augmenté sur Angers et je trouve en fait un local commercial, donc vraiment un plateau dans le centre-ville d'Angers, sur lequel moi je vais faire le changement de destination. On a la possibilité, le local commercial, je le transforme en habitation. Et derrière, on crée vraiment tout de A à Z. On crée vraiment toutes les cloisons, etc. pour avoir 4 chambres avec une colocation qui est quand même très... J'aime pas forcément le mot haut de gamme, mais quand même très classe. Avec un immense salon, avec tout ce qu'il leur faut dedans, 2 salles de bain, 2 toilettes. Et on crée vraiment tout de A à Z. Ok, donc là, une création intégrale. Ouais. Gros projet. Comment ça se passe, ce projet-là ? Là, ça prend quasiment entre 4 et 5 mois de travaux. Je sous-estime quand même le coût des travaux. Si je dois dire une erreur, c'est que je sous-estime. Ouais, est-ce que 50 000 pour 4 chambres, c'est ça, tu as dit ? C'est ça. Ça paraît pas beaucoup. Exactement. J'ai des artisans qui sont au top, ils sont auto-entrepreneurs. Donc déjà, ça me coûte quand même un peu moins cher que si j'avais pris une entreprise, tu vois, qui gère toute la maîtrise d'œuvre. Mais il faut penser que c'est un revers de médaille, en fait. De prendre des artisans comme ça, ils font leur maximum, mais ça demande un peu plus de gestion derrière. Il y a souvent les achats de matières premières que je dois faire moi-même. Des fois, on ne se comprend pas forcément, mais ça fait partie du jeu. Donc, c'est quelque chose qui est plus chronophage. Mais pourtant, j'y prends du plaisir en fait dans cette aventure. Tu es plus impliqué aussi, c'est satisfaisant, tu maîtrises un peu mieux ton projet. Exactement. Puis c'est une vraie aventure humaine en fait. Je vois vraiment moi les artisans comme mes partenaires. J'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils arrivent à faire. Quand tu essaies de faire toi-même les travaux, tu te rends vite compte que c'est un taf qui est dur et qui est parfois technique et voilà et que quand c'est vrai que quand un artisan te rend un appart qui a été entièrement rénové, tu dis c'est quand même un beau travail quoi. Complètement. Ouais. Et je vais avec eux en fait les aider. On y va aussi avec mon père quand on a vraiment des moments de rush parce que moi j'ai quand même envie de louer assez rapidement. Donc il y a des moments où on va leur filer des coups de main. Ils sont d'ailleurs ultra étonnés parce qu'ils n'ont jamais vu un propriétaire qui j'arrive en chemise, tu vois, pour d'autres business. Je me change, je mets un bleu et je fais de la peinture avec eux et on rigole ensemble. Et maintenant, j'en rigole vraiment parce que c'était des super bons souvenirs. Il y a vraiment eu des moments de galère, mais par contre, mine de rien, derrière, on crée une super relation où je pense que ils voient que moi, je m'implique à fond. Je suis totalement transparent sur où est-ce qu'on en est sur le projet, où est-ce qu'on est dans les chiffres, pourquoi moi, j'ai besoin de louer absolument rapidement. Et derrière, ça fait que peut-être que l'artisan, au lieu de terminer sa journée à 18, tu vois, à 20h, on est encore sur le chantier ensemble parce qu'on sait qu'on a envie de respecter les deadlines ensemble. Et ça devient vraiment un partenaire. Et c'est la même chose, on pourra en reparler après, mais c'est comme avec le banquier. J'essaye vraiment d'en faire un vrai partenaire, de l'impliquer dans ce que je fais et d'être ultra transparent dans tout ce que je fais. Ouais. Ok. Oui, le banquier, justement, c'est vrai qu'à ce stade, tu as enchaîné. Alors, même si c'est une opération par an, c'est un super rythme. Ça, c'est vrai que c'est souvent les gens qui n'ont pas forcément de repères veulent faire beaucoup d'acquisitions très vite. Et en théorie, ça peut fonctionner. Dans certains cas, c'est possible. Mais dans la majeure partie des cas, le banquier va bloquer. Il n'y a pas d'antériorité. Il ne vous fait pas confiance. La relation ne s'est pas développée. Donc, par an, c'est un super rythme. Et ça permet déjà de faire de très belles choses en 4-5 ans. Voilà. À ce stade-là, sur cette opération, comment ça se passe avec la banque ? C'est toujours la même banque depuis le début ? Tu as dû changer ? C'est toujours la même banque depuis le début, mais je sens que ça commence vraiment à être très juste. C'est-à-dire que là, je passe en commission. Je passe sur la commission régionale, je suis au Crédit Mutuel. On sent que c'est le directeur qui va défendre mon dossier. Ouais. Il commence à me dire, bon, écoutez, c'est quand même l'un des derniers biens, là, ça commence un peu à coincer. Il serait temps de partager les risques avec d'autres banques. Et il me le dit, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il me le dit naturellement. Il serait peut-être temps d'aller voir ailleurs. Et ça, je suis ultra étonné qu'il me dise ça. Mais en fait, il me l'explique naturellement en me disant, là, il commence à avoir gros sur votre tête. Finalement, on a gros sur votre tête. L'encours est
est un gros problème. Complètement. Et au début, j'ai du mal à comprendre cette notion-là parce qu'il voit tous mes chiffres, en fait. Et il voit très bien que ça se passe très, très bien, que ça rentre bien, etc. Mais il explique que c'est juste un encours, comme tu viens de le dire, et qu'il va falloir trouver une autre banque. Et pour enchaîner, j'enchaîne sur 2021, donc. Et là, un immeuble, mon plus gros immeuble, vraiment en centre-ville, sur une ville juste en dessous de Saumur, où il y a 6 appartements. Et là, c'est mes plus gros travaux que j'ai gérés jusque-là. Il y a vraiment tout à refaire de A à Z quasiment. Enfin, toute l'électricité, etc. Toutes les salles de bain à refaire, etc. Que je viens tout juste de terminer. Donc là, c'est plus de 6 mois de travaux. C'est un budget entre 60 et 70 000 euros de travaux. Là encore, je m'en sors vraiment très bien. Ouais, c'est pas des chiffres de budget. Ouais. Je trouve un super artisan. S'il regarde cette vidéo, encore un grand merci à lui aussi. Parce que je trouve un super artisan qui est ultra impliqué. Moi aussi, je m'implique aussi avec mon père. Ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, on lit vraiment une vraie relation avec l'artisan. Donc, là encore, même chose en fait qu'à Jean Jossé, c'est que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce qu'il fait. Moi, j'essaye vraiment de l'aider, alors qu'on pourrait se dire, non, je l'ai payé pour faire ça, donc je vais pas faire ce genre de choses. Moi, j'ai juste une envie, c'est que ça avance le plus vite possible et que derrière, je puisse louer assez rapidement. Donc, c'est mon intérêt aussi de m'impliquer. Et aussi, ça me plaît, en fait. Je me rends compte que pourtant, je suis pas bricoleur, tu vois. Je ne le suis pas encore beaucoup plus, d'ailleurs. Mais j'aime bien apprendre à leur côté et j'aime bien l'aventure humaine que ça crée avec eux. Ouais. Et pour en revenir au sujet qu'on disait avec les banques, donc là, ma banque me refuse le crédit et c'est mon premier big challenge d'aller chercher une nouvelle banque. À ce moment-là, je suis indépendant depuis 2012 en auto-entreprise. Sauf que je suis passé en société en 2019, j'ai une SASU. J'ai un seul bilan qui est même pas... Si, mon premier bilan est arrivé, donc j'ai qu'un seul bilan. Je me verse même pas de salaire parce que je vis de revenus annexes ou autres. Tout ça pour dire que ma situation, elle est loin d'être la plus simple pour un banquier. Donc je me suis fait refuser de ma banque historique. J'ai vraiment été à la commission, je sais plus, c'est un peu plus haut, c'est régional ou je sais plus... Le directeur finit par me dire, là, en toute franchise, vous n'allez jamais trouver le prêt bancaire. Et j'ai vraiment en tête cette phrase, vraiment, quand il m'appelle. Voilà. Et il me dit, jamais vous allez trouver de prêt bancaire vu votre situation. Il me dit, vis-à-vis de votre encours, il y a les normes du HCSF, en plus, qui passent à peu près dans ces eaux-là où on en parle beaucoup. Il y a eu la première, peut-être la première version, ils en parlaient. Il y avait eu peut-être l'avertissement, parce que ça commençait par l'avertissement. C'est peut-être l'avertissement. Ouais, ça commençait par l'avertissement. Et ma banque m'en parle, elle me dit, mais là, vous êtes à 60% de taux d'endettement. C'est vraiment impossible qu'une banque vous prête. Et j'ai un côté où j'aime bien relever les challenges aussi. J'en fais un peu un challenge personnel, en me disant... c'est un peu l'ego qui parle, mais en même temps, l'ego, des fois, nous aide à faire ça. Je dis, je vais te montrer, en fait, que si, c'est possible. Et en fait, c'est génial qu'il m'ait dit ça, parce que ça m'a mis un énorme coup de bourre. Et là, je refais tous mes dossiers bancaires. J'en imprime une dizaine, ultra carré, avec la méthode que tu expliques dans l'académie. Et je vais démarcher toutes les banques. Et je pense je fais 6 banques. Et j'ai toujours le même discours, mine de rien, c'est que vous n'allez pas trouver, en fait. Vous vous rendez pas compte, mais votre situation, jamais ça ne passera. Certains banquiers, du coup, qui me connaissent pas du tout, parce que là, je pars vraiment de 0-0, disent, mais on se demande même comment vous en êtes arrivé là, vis-à-vis de votre situation, ils n'arrivent pas trop à comprendre. Je commence à me résoudre. Au bout d'un moment, je trouve une banque sur La Rochelle qui veut bien me prêter, mais c'est uniquement en SCI. Donc je me dis pourquoi pas, mais j'ai un énorme apport à faire de 50 000 euros sur un projet qui était quasiment à 400 000 euros. Oui, donc il te demande un peu le 10%. Je me dis pourquoi pas, c'est un peu ma solution, mais je continue à démarcher et au bout d'un moment, je trouve une banque dans cette ville-là, un jeune qui me fait vraiment pleinement confiance, où on accroche et j'explique vraiment tout le truc de A à Z. Et je pense qu'on a bien connecté parce qu'on avait le même âge et il a vraiment pris le temps, c'est l'un des seuls banquiers qui a vraiment pris le temps de comprendre tout ce que j'avais fait depuis le début. Ouais, ça c'est top ça. De toute façon, c'est le mieux qui puisse t'arriver. Quand on a un dossier atypique ou compliqué, il faut tomber sur quelqu'un qui veuille bien prendre le temps de le comprendre. Complètement. Et qui pourra le défendre. Et je pense que c'est intéressant parce que tu vois, c'est un jeune, je pense qu'il a des objectifs aussi à remplir. Et en fait, je le vois bien du coup, donc j'adapte aussi un peu ma manière de négocier les choses. Je lui montre vraiment que ça va être gagnant-gagnant.
parce que, comme tu l'expliques dans la formation, il y a des choses que je vais lui amener, lui aussi, bien sûr. dans sa banque. La banque, c'est un commerce, donc voilà, il faut lui faire gagner de l'argent aussi. Complètement. Normal. Et puis il arrive vraiment, lui, je lui vends vraiment l'histoire qui était, c'est l'histoire à ce moment-là. C'est-à-dire que je lui dis, je suis indépendant depuis 2012. En fait, voilà, j'ai 31 ans, ça monte super bien, c'est pour ça que je suis passé en société. Tous mes biens immobiliers sont rentables. Et en fait, lui, il comprend que c'est juste des règles et qu'il y a toujours moyen, en fait, et ça, je voudrais le dire, c'est hyper important, c'est que il y a toujours moyen de jouer un petit peu avec ces règles-là, d'arriver à arranger. C'est juste une question de chiffres, de dossiers à monter. Et tout ça pour dire qu'au final, c'est lui qui me finance dans les conditions que je voulais et j'ai juste les frais de notaire à apporter de 23 000 € à ce moment-là. Ok. Et sur les autres opérations, tu avais fait un apport ou comment? J'avais jamais fait d'apport. Jamais fait d'apport jusque-là. Ouais. Pas mal quand même. Ce qui me fait d'ailleurs bizarre, tu vois, quand il me dit, là, vous allez devoir faire un apport. Oui, c'est étrange. Je le taquine un peu, tu vois. Je dis, quand même, j'ai jamais fait d'apport, ça m'embêterait. Mais après, j'ai pleinement conscience qu'à ce moment-là. Oui. Et c'est pour ça, je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir ne pas non plus trop demander. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sais que j'ai un dossier qui est ultra atypique, que j'ai déjà dû le défendre bec et ongle pour arriver à obtenir le prêt. Au bout d'un moment, il me dit, je vous demande d'apporter quand même les frais de notaire. Ce qui est parfait parce que j'ai revendu juste avant la colocation que je disais, enfin 1 an auparavant. Donc j'avais mis de côté ce cash-là pour pouvoir le réinvestir. Oui, non, c'est pas du tout déraisonnable de demander ça à ce moment-là. Complètement. Complètement. Et donc voilà, où j'en suis rendu. Donc gestion des travaux pendant 6 mois. Compliqué comme travaux parce qu'il y a vraiment tout à gérer. On découvre certaines surprises pendant les travaux. Ça me coûte un peu plus cher que ce que j'avais convenu. C'est l'une de mes erreurs, c'est que j'ai sous-estimé souvent les travaux. Mais on arrive à s'en sortir. Je suis rassuré, je suis dans une nouvelle ville aussi, mine de rien. C'est un changement pour moi. Oui, c'est ça. Là, tu changes de territoire. Donc ça, c'est souvent une peur d'aller ailleurs. Il faut réapprendre la dynamique locative, les contacts. Donc c'est pas simple de changer d'endroit. C'était pas simple parce que je suis reparti vraiment de zéro sur... tu vois, ce bien-là, je l'ai eu en off. Mais j'ai passé 8 mois. Ma compagne pourrait en témoigner, 8 mois où je fais des allers-retours dans cette ville-là, parce que j'habite à La Rochelle, donc ça a plus de 2h30 de route. Je fais énormément d'allers-retours pour aller visiter des biens. Je sais très bien que ces biens-là ne sont pas rentables, qui ne m'intéressent pas, mais je veux rencontrer les agents immobiliers. J'adore ça, j'aime bien discuter avec eux. Petit à petit, on fait connaissance. En fait, je me lie comme ça avec 2-3 agents IMO. Et c'est au bout de plus de 8 mois que j'ai comme ça ce bien qui arrive en off-market. Donc ça a vraiment été... grosse persévérance parce que c'était une ville en plus où, comme tu dis, hésitation parce que c'est un nouveau marché, mine de rien. Donc, même si j'avais toujours fait ce que tu dis dans ta formation, des côtés des fausses annonces, etc., tu as toujours une petite part de toi qui doute un peu. Bien sûr, oui, tant que tu n'as pas le vécu un peu terrain et le retour, c'est toujours difficile de se projeter entièrement. Complètement. Ok. Donc, c'est quoi t'as évoqué 2-3 erreurs que tu as fait en cours de route sur l'estimation des travaux. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu voudrais partager et puis surtout l'enseignement que tu en as tiré ou comment les éviter justement? Je pense que l'une des autres erreurs, ça a été sous-estimer le côté fiscalité dans l'immobilier. J'avais toujours, ça me fait rire maintenant de dire ça, mais je me disais toujours, quand je vais avoir des soucis de fiscalité, c'est que je serai rendu à un stade finalement qui me permettra d'avoir ces soucis-là. Et j'ai vraiment fait, faut vraiment le dire, j'ai vraiment fait l'autruche, tu vois, à ce niveau-là. Donc je m'en occupe vraiment pas trop. Tu t'es dit, je fais en nom propre. Je fais en nom propre, je fais du LMNP. Je fais quand même, tu vois, parce que d'où l'importance, c'est intéressant pour moi de le répéter devant la caméra, on le répète tout le temps, mais je me dis, c'est hyper important de se former. Je dis que ça soit avec toi, que ça soit avec moi en coaching ou avec d'autres, surtout en formation, en immobilier, une formation à 1000, 2000 ou même 5000, en fait, tu le récupères tellement vite. Oui, bien sûr. Et bref. Quand tu l'as fait, c'est évident. Mais mais bref, on le répète toujours pour le décor. Donc, dans tous les cas, je fais cette erreur-là. Donc, quand même, je fais du meublé, mais j'achète vraiment en nom propre. Et où je me rate un petit peu, c'est que je ne me tiens pas assez informé de la réforme où je vais me retrouver forcément en LMP. Tu vois. Et donc, je mets vraiment du temps, je procrastine énormément ces choses-là. À ce moment-là, j'ai un comptable qui ne s'y connaît pas vraiment en immobilier, mais ça, je me rends compte en fait beaucoup trop tard. Et ce comptable-là, je l'ai gardé pendant 3 ans.
Et il a fait des erreurs que maintenant, je me dis, mais ça joue, en fait, tu vois. Typiquement, mes frais de notaire, ils ont été mis en amortissement dès le début. Ça faut savoir qu'après, c'est inaliénable, on ne peut plus le bouger. J'aurais aimé que ça soit plutôt mis en charge. C'est des choses comme ça, des petites optimisations, où maintenant, je m'y mets. Mais si je m'y étais mis un peu plus tôt, si j'avais mis vraiment le nez dedans, c'est des optimisations que j'aurais pu faire. Après, c'est toujours la limite aussi, c'est que comme il y a tellement de disciplines différentes qu'on doit comprendre. Et quand on investit dans l'immobilier, fiscalité évidemment, les travaux, la recherche de biens, la gestion locative, etc., le financement. Donc ça fait beaucoup et c'est vrai que forcément, il y a surtout au début, il y a un petit peu ce côté submergé. Forcément, je pense que chacun fait un peu l'impasse sur quelques sujets. Et puis je fais l'impasse et maintenant avec le recul, je me dis que sans forcément devenir incollable en fiscalité, parce que ça n'empêche pas que c'est pas non plus ma grande passion maintenant la fiscalité, mais juste comprendre les grands basiques en fait de la fiscalité et ça m'aurait permis en fait de comprendre que mon comptable à ce moment-là, je peux vraiment le dire, n'était pas compétent dans ce domaine-là. En fait, il était compétent sur de la comptabilité d'entreprise, sur la comptabilité immobilière, LMNP, pas spécialement, et encore moins du coup, au fait sur les passages en LMP, etc. Oui. Et donc j'ai changé, en comprenant ça, j'ai changé de comptable. Là, j'ai pris vraiment un comptable qui est spécialisé sur ces notions-là, et je vois clairement la différence. Mais c'est parce que c'est ma responsabilité aussi. C'est qu'en fait, je m'y suis mis, j'ai compris quand même les grands basiques de ça. Et même quand je discute avec lui, maintenant, ça me permet de poser les bonnes questions et donc d'avoir les bonnes réponses derrière. Ok, donc s'intéresser à la fiscalité plus tôt. Et en autre erreur, je la mets en erreur, mais pour moi, ça a aussi été des avantages. C'est que des fois, sur un investissement notamment, je me suis précipité avec cette notion de vouloir faire absolument un investissement par an. Je maintiens, pour les personnes que j'accompagne en coaching, je maintiens ce truc-là parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir une deadline. Je vois beaucoup trop de personnes, et tu dois le voir, qui investissent, qui suivent des formations, et en fait, 5 ans plus tard, ils en sont toujours au même point. Je pense que Internet aussi est un peu responsable de ça, des fois, parce qu'on a l'impression que c'est que des super investissements avec des énormes rentabilités, en fait. Mais déjà, il faut savoir que si tu as un bien à 9-10%, tu fais déjà beaucoup mieux que 90% des investisseurs IMO en France, donc autant le faire. Et donc une fois, j'ai été vraiment très rapidement, énorme concurrence sur Angers à ce moment-là, en 2020. Je suis têtu au final, donc je m'entête sur la ville d'Angers. Tu vois, alors qu'à ce moment-là, je pense que j'aurais pu déjà bifurquer. En fait, j'aurais pu me dire le marché est en train de changer et Angers a atteint déjà son summum. Et du coup, je m'entête là-dessus, ce qui fait que je fais un bien qui n'est pas très rentable, qui tombe un peu à 8%, quelque chose comme ça. Qui reste du coup encore très rentable. Qui reste très correct. Hein, complètement. Mais qui est en dessous de tout ce que j'avais fait avant. Voilà, avec le recul, c'est encore pareil, parce qu'en fait, ce bien-là, je l'ai acheté il y a 2 ans. Mine de rien, en 2 ans, j'ai déjà amorti énormément de capital. Au final, Angers a continué à monter. Donc finalement, ça reste quand même un bon investissement. Mais c'était pas un très bon investissement. Et j'aurais dû sans doute changer de ville un peu plus tôt et changer mon fusil d'épaule. Ok. Intéressant. Donc ça c'est le côté qui est un côté je trouve assez délicat, mais c'est le côté de suivre le marché. Complètement. S'adapter au marché qui change. C'est vrai que l'immobilier a cet avantage de changer assez lentement, mais malgré tout c'est vrai que ça évolue. La demande locative, les prix, l'environnement, le contexte réglementaire, le permis de louer, on peut évoquer tout un tas de changements petit à petit qui arrivent. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que ça évolue et il faut aussi suivre ce côté-là. Ok. Entre-temps, donc, tu es passé aussi dans le mastermind. On peut peut-être en dire un mot. Donc le mastermind, c'est le petit groupe que j'accompagne, le petit groupe d'investisseurs que j'accompagne sur tous les investissements d'ailleurs, c'est pas que l'immobilier, mais l'idée c'est de grandir ensemble. Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre? Tu avais déjà développé un beau patrimoine immobilier. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, tiens, tu veux rejoindre je pense que c'était vraiment le bon moment parce que j'avais 11 biens à ce moment-là. Quand je suis rentré dans le mastermind, et après j'ai enchaîné avec deux immeubles, celui de Saumur et puis un autre dont on n'a pas parlé. Et je me dis que c'est le bon moment parce que j'ai envie d'avoir des retours plus précis de ta part ou d'autres membres,
où je me pose vraiment des questions de fond, etc. Et je sens que je suis à un palier, en fait. On a tous nos plafonds de verre, tu vois. Et je sens que là, je suis en train d'atteindre mon plafond de verre, que j'ai besoin d'avoir des conseils précis et individuels quand même sur ma situation. Que ça soit, en fait, des fois, c'est juste pour se réconforter, tu vois. Je l'assume complètement, mais c'est juste pour avoir une réassurance dessus. Et après, il y a le deuxième côté où j'ai juste envie de m'entourer d'autres investisseurs, d'autres personnes qui pensent comme moi. Je fais pas que de l'investissement immo, je fais aussi de l'investissement dans des startups ou en crypto-monnaie. J'ai aussi envie d'échanger là-dessus, de prendre du recul, de partager ce que moi je sais, entendre ce que les autres aussi ont appris. Et c'est les deux raisons principales pour lesquelles je le rejoins. Ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc au final, là, il s'est écoulé pas mal de temps parce que tu en es sorti. Qu'est-ce que ça t'a apporté au final avec le recul, le fait de participer, tu vois, dans ce groupe-là? Ça m'a apporté les 2 points que je disais, tu vois. Ça m'a apporté ce que j'étais venu chercher. C'est que ça m'a permis de t'avoir toi en individuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû se faire 2 ou 3 calls juste en individuel. On n'a pas fait tant que ça. Mais c'était un moment où j'étais en train d'acheter 2 immeubles. L'immeuble dont on a parlé à Saumur et puis un autre plus petit en campagne de 3 appartements. À ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui me donne du recul sur les choix fiscaux. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'hésitais à revendre l'un de mes biens. Tu m'as conseillé finalement de garder, que c'était mieux de garder. Donc ça m'a permis de me réassurer à ce moment-là. Et la deuxième partie, c'est que toutes les semaines, on se retrouvait et c'était hyper motivant. Et c'est toujours intéressant de se dire que pile dans cette période de mastermind, mine de rien, j'ai acheté 2 immeubles, un de 3 appartements, l'autre de 6 appartements. Donc on peut toujours dire que peut-être que je les aurais achetés si j'avais pas été dans le mastermind, mais je reste convaincu que comme tout coaching, comme tout mastermind, mine de rien, le groupe nous tire vers le haut. Chacun partage ses objectifs et c'est ce que j'étais venu chercher finalement, de sentir que j'avance. Toi, tu te challenges. C'est intéressant parce que tu te challenges aussi un peu les autres. Je me souviens avec Aurélien et d'autres personnes. Et puis eux me challengeaient aussi, te posent des questions, me font prendre du recul. Donc c'est hyper intéressant. Puis c'est aussi des bons moments en fait. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça. Il y a aussi le fait de se connaître, de créer des liens et puis d'avancer ensemble. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que du coup, vous pouvez bénéficier de ton coaching. Yes. Pour les personnes qui s'intéressent d'être accompagnées en individuel. C'est aussi quelque chose qu'on a mis en place. Donc l'idée, c'est que Benjamin peut vous coacher en individuel pendant 6 mois pour vous accompagner à relever vos défis d'investissement dans l'immobilier, pour pas être seul, parce que c'est vrai que des fois c'est difficile de rester seul, et puis ou alors on n'agit pas, on a peur, on connaît l'information, mais au moment où on est face au problème ou à ce qu'on doit résoudre, on n'a plus confiance, donc il faut avoir, comme tu dis, de la réassurance. Donc on vous mettra le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. On peut continuer sur au final. Au départ, tu as dit, tu vois, tu as fait tout ça parce que tu avais l'objectif à 30 ans de dire, est-ce que tu l'as atteint? Parce que ça, c'est souvent la question que les gens se posent. C'est la question. Est-ce que ça marche vraiment, tout ce qu'on voit? Ou est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu l'as atteint, tout ça? Ça marche vraiment, vu que je l'ai atteint, avec 2 ans de retard. Au final, là, je vais sur mes 32 ans. Donc, c'est vraiment que le dernier immeuble où j'ai atteint ces fameux 2000 € de CF net, de cash flow net. Je tiens vraiment à préciser que ces 2000 € c'est quand tout se passe bien. Et qu'en immobilier, des fois, tout ne se passe pas bien. Et que si tu as un chauffe-eau à changer, c'est tout de suite 600 € dans ta trésor. Mais factuellement, si on pose les chiffres, quand il n'y a pas de travaux, d'aléas, etc., on est à 2000 € de CF net. Moi, ça me permet, déjà j'ai appris énormément, c'est une super aventure, je me suis rendu compte que j'adorais l'immobilier. C'est pour ça que j'ai envie de faire le coaching, à savoir que j'ai une autre société à côté où on fait des kits éducatifs pour les enfants. Ouais, je voulais justement que tu puisses le décrire et en parler si tu veux. Et c'est vraiment ce projet-là, tu vois, qui me tenait à cœur. Ça, c'est un projet vraiment de longue haleine, où j'ai vraiment envie de changer des choses au niveau de l'éducation. Pour moi, pour faire très rapide, c'est génial, on nous enseigne en primaire tout ce qui est maths, français, tout ce qu'on appelle les savoir-faire. Pour moi, si on nous enseignait les savoir-être, donc tout ce qui est confiance en soi, atteinte d'objectifs, écoute des émotions, c'est vraiment quelque chose qui pourrait changer le monde, tu vois. Ça fait très cliché à chaque fois de dire ça. Ouais, mais en même temps, il faut avoir une vision aussi de pourquoi tu le fais. Et la vision est puissante. Et en plus, j'en suis vraiment profondément convaincu, tu vois, que si les enfants de 6 à 11 ans, on leur apprenait des trucs vraiment très basiques, pas besoin d'être un psychologue ou un psychiatre ou autre pour aller dans les détails, mais des trucs très très basiques sur comment se fixer un objectif, comment avoir confiance en soi, quels sont quelques petits hacks, quelques outils.
bah derrière, ça fait des enfants qui sont vraiment pleinement épanouis derrière dans leur vie d'adulte. Et ça fait surtout derrière des adultes qui sont épanouis, qui vont faire des choses qu'ils aiment, qui vont avoir une vie inspirante, etc. Et c'est vraiment le projet de cœur. Je le fais avec un associé. J'avais vraiment envie de mener ce projet-là avec un associé. Ça fait 1 an que la startup est créée, qui s'appelle Osmose. On a levé des fonds auprès des banques. C'est des projets qui prennent du temps. Là-dessus, on le fait vraiment. On veut bien entendu le business model. C'est important qu'il soit rentable, mais c'est avant tout un projet de contribution, tu vois, et de cœur. Et donc, je suis très content derrière d'avoir l'immobilier et des investissements. Ça te permet de pouvoir faire ce projet-là, on va dire sereinement, sans être dans une hyper-pression. Complètement, et de pouvoir me dire, les bénéfices qu'on va gagner, j'ai pas forcément tout de suite envie de me les verser en salaire. J'ai plutôt envie de les réinvestir dans la société, que ça fasse vraiment un cercle vertueux, développer de nouvelles choses dans la société. On a plein d'autres projets pour les enfants et même pour les adultes à ce niveau-là. Et ça permet d'avoir ces revenus annexes et finalement essayer de décorréler un peu ce projet de cœur-là avec ma vie personnelle et comme tout le monde, ma maison, le crédit perso à payer, les loisirs, etc. dans ma vie personnelle. Ok. Ça c'est vraiment je trouve, une belle illustration tu vois, du pourquoi. Souvent, c'est vrai qu'au départ, on a juste une vision de se dire tel âge, tant d'argent, parce que voilà, comme je le dis souvent, nos objectifs évoluent en fait en fonction de ce que l'on fait, puis de comment on évolue. Et là, c'est vraiment intéressant de voir que du coup, ça te permet de faire ce projet-là dans de bonnes conditions, j'allais dire, ou sans avoir à devoir lever de l'argent pour pouvoir te payer pendant que tu fais le projet, ce qui est souvent le cas de la plupart des startups en fait. Il y a un exemple qui est connu, c'est le fondateur de Feed, qui en fait a fait beaucoup d'immobilier avant de faire Feed. Donc en fait, lui, il avait de l'argent, il n'avait pas besoin de se payer de sa boîte. Mais c'est vrai que la plupart des startups, une des raisons pour lesquelles elles lèvent de l'argent, c'est pour pouvoir payer les équipes et que le dirigeant puisse se payer, quoi. Mais c'est intéressant, tu prends l'exemple du fondateur de Feed. Je sais pas, t'as Arnold Schwarzenegger qui l'explique très bien, je trouve, dans sa biographie, qui est un très bon exemple, où il savait que finalement, dans le cinéma, ça allait être très mal payé au début et que lui, il voulait se donner l'autorisation de pouvoir choisir ses films. Et donc, il a fait énormément d'immobilier en Californie avant. Il s'est construit une belle fortune, si je dis pas de bêtises, pour derrière, après, choisir ces films dans lesquels il allait participer, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. C'est pas une lubie de gens sur Internet qui parlent d'immobilier. Complètement. Et c'est souvent... Alors, c'est vrai que les deux exemples qu'on cite, c'est des gens qui, à la base, avaient un milieu social où ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de soutien, ils n'avaient pas d'autres moyens. Et donc, c'était leur manière de pouvoir s'en sortir, quoi, tout bêtement. Enfin, comme... moi, c'était mon cas, et puis c'était ton cas aussi. Donc, pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on trouve un moyen. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui regarde on a évoqué déjà plein de choses, tu vois, sur se former, sur se faire accompagner, enfin voilà, tout ça. Mais au-delà de tout ça, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui veut, on va dire, créer une forme d'indépendance financière ou de liberté financière, parce que au final, le sujet, c'est plus ça que l'immobilier. L'immobilier, c'est un véhicule. On a beaucoup parlé d'investissement autre dans le mastermind ou à différents moments, mais l'immobilier, c'est un des moyens. Alors, c'est vrai qu'on y prend goût, mais la finalité, ça reste quand même de pouvoir être libre financièrement. Voilà. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui en est au début ? Je pense que j'ai envie de changer du conseil classique de formez-vous, tu vois, on l'a déjà dit. Pour moi, ce qui est hyper important, je trouve, il y a différents leviers pour atteindre l'indépendance financière, et je pense que suivant notre personnalité, suivant le caractère de chacun, il y en a qui nous correspondent et il y en a qui nous correspondent pas du tout. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., même si moi je suis le premier à être dessus, t'es dessus, etc., il y a un peu le syndrome de ce qu'on appelle de l'objet brillant. Et tu te jettes sur un truc qui pendant un moment était à fond IMO, et puis après c'est l'e-commerce, et puis après c'est un autre truc, et finalement tu prends plus de recul sur toi, qui t'es, qu'est-ce qui te plaît, suivant ta personnalité, tu fais plus en fonction des choses extérieures qui apparaissent comme ça sur les réseaux sociaux. Et j'inviterais, du coup, pour répondre à ta question, j'inviterais plus les personnes qui nous écoutent à se poser sur qu'est-ce qu'ils aiment, qui ils sont, c'est quoi leur qualité, et choisir le levier en fonction de ça. Typiquement, moi, je sais que j'adore rencontrer des gens, j'adore manager des personnes parce que je l'ai fait dans d'autres sociétés auparavant. J'adore relever des challenges où je suis en contact en présentiel avec les gens. Et ça, en fait, c'est ce qu'il y a dans l'immobilier. Donc pour moi, même si des fois, il y a des super challenges,
Bah, je le vis assez bien. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ma compagne, qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, elle se moque de moi des fois parce qu'elle voit vraiment les galères des fois par lesquelles je suis passé. Et il y a des moments où il y a vraiment des coups durs, tu vois. Il y a des moments où il y a vraiment eu des moments où je suis dans le dur, tu vois, où je dors pas trop parce que ça m'inquiète, parce qu'il commence à avoir des grosses sommes en jeu. Et en fait, une fois que c'est fait, souvent une semaine. Donc il y a des moments où je dis plus jamais. Je te promets là, vraiment, je pense que ça fait au moins 3 ans que je le dis, plus jamais là, c'est mon dernier projet à IMO. Et puis une fois que c'est terminé, des fois 2 semaines plus tard, je dis ah, ça commence à me manquer, je retournerais bien fait sur le bon coin. Et elle me dit, je croyais que tu avais dit qu'on arrêtait. Et en fait, c'est naturel, tu vois, c'est un peu plus fort que moi finalement. Et maintenant, je le fais plus parce que j'aime ça. Et je suis assez convaincu que si vous arrivez à trouver ce qui vous fait vibrer, et que ça soit, je sais pas, une passion pour les crypto-monnaies, genre, c'est un domaine où il y a 40 000 trucs à découvrir en fait dans ce domaine-là. C'est un peu le Far West et il y a du bon et il y a du mauvais dans ce domaine-là. Oui, mais il y a des super trucs à découvrir, que ça soit l'e-commerce, que ça soit l'immobilier, que ça soit la bourse, que ça soit plein d'autres domaines. Trouve d'abord toi qu'est-ce que t'aimes et reste focus dans un premier temps sur ce domaine-là. Et après, il sera temps de diversifier, de faire d'autres choses. J'ai des amis par exemple qui sont tout l'inverse de moi et qui détestent le côté aller à la rencontre de personnes, manager des personnes, etc. Ça leur va pas du tout. Ils sont beaucoup plus focus sur de l'investissement en bourse et en crypto. Et ils deviennent très bons dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment un truc qui... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fondé cette start-up-là avec Vincent qui est Osmose sur les kits éducatifs pour les enfants. C'est qu'on les aide aussi à trouver un petit peu, à apprendre à se connaître petit à petit pour derrière se construire une vie qui leur correspond à eux et pas t'as choisi quelque chose en fonction de ce que les réseaux sociaux ou autres t'ont proposé, quoi. Oui, ça c'est vrai que c'est pas évident c'est que quand tu ne connais pas l'immobilier par exemple, c'est pas évident aussi de te représenter ce que c'est. Concrètement. En plus, il y a aussi différentes manières d'investir. Il y a aussi des projets clés en main qui facilitent l'aspect sur beaucoup d'étapes. Mais oui, donc apprendre à se connaître et apprendre à identifier ce qui nous correspond. Important. Et rien n'empêche de faire, tu vois, si tu es pas sûr, comme tu dis, des fois ça peut être difficile. Il faut expérimenter des fois. D'aller expérimenter en fait. D'aller faire des visites avec les agents immobiliers, ils sont là pour ça, de commencer à visiter, de commencer à échanger avec sa banque, de commencer à avoir toute la paperasse, mine de rien, que c'est l'immobilier. C'est l'un des inconvénients, mine de rien, de l'immobilier, tu en parles souvent, de toute la paperasse qu'il y a à gérer. Bah, tu vois, tu le fais petit à petit, t'expérimentes, et peut-être que tu n'iras pas au bout du projet IMO, ou peut-être qu'à l'inverse, tu iras au bout et tu te rendras compte que ça te correspond à fond. Ok, merci Benjamin pour tout ça. Autre chose que tu souhaites partager, qu'on n'a peut-être pas abordé, je réfléchis si j'ai oublié les questions, mais j'ai l'impression qu'on a fait un super tour de ton parcours et des leçons apprises et des pépites. Est-ce qu'il y a... Juste, je pense qu'on peut conclure sur le côté coaching. Pourquoi je fais ça en fait? Parce que forcément, j'ai pas spécifiquement besoin du coaching à côté pour vivre ou autre. Je le fais avant tout parce que j'aime ça, c'est l'occasion d'échanger ensemble. Je reste convaincu qu'un coaching, ça fait la différence dans le sens où la formation, c'est très bien, mais il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées au stade de la formation. Et des fois, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, si tu n'en fais rien, mais en fait, ça ne t'aura pas servi à grand-chose. Et que des fois, tu as peut-être un peu moins de connaissances, tu as peut-être 50%, tu as peut-être fait 50% de la formation, mais c'est en avançant sur le terrain que derrière, tu vas te rendre compte. Et je suis là justement pour répondre à leurs questions, pour être là s'ils ont des questions très spécifiques. Moi, j'ai été très content que tu m'accompagnes là-dessus. Donc, c'est aussi un peu un retour derrière. Et sur le côté coaching, je l'ai fait avant sur des entrepreneurs. Et je pense que c'est un levier qui est énorme. Moi-même, je me fais régulièrement coacher. Ah oui, bien sûr. Et c'est quelque chose qui te donne un suivi, en fait, qui te donne aussi une régularité derrière pour avancer. Oui, il y a le côté, de toute façon, il faut bien différencier l'information, ce qu'il y a dans des contenus vidéo, etc., de l'accompagnement qui est une autre étape et une autre manière d'avancer. C'est complètement complémentaire. Et puis évidemment, je le dis, c'est évident, mais je vais quand même le dire, j'ai évidemment entièrement confiance en toi. Je sais que tu es un bon investisseur, que tu es un bon coach aussi, ce qui n'est pas évident d'avoir les deux casquettes. Et je sais que tu as les deux. Et donc, si vous voulez vous faire accompagner, j'ai évidemment entièrement confiance en Benjamin. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, donc ça, c'était important de le rappeler. Parce que on a parfois besoin de se faire accompagner. Moi, je me fais accompagner des fois sur certains sujets et c'est important de ne pas rester dans sa tête ou avec ses craintes
parce que bon, quand on reste là-dedans, on peut rester longtemps à cette étape-là. Bon, il y a pas mal de gens qui arrivent à agir par eux-mêmes ou qui vont réussir à se débloquer d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, pour ceux qui en ont besoin, le coaching, c'est un bel outil. Et c'est un beau métier aussi. Complètement. Ouais, un très beau métier. Ok, cool. Cool. Et écoute, je suis content qu'on ait pu faire ce point depuis le temps. Depuis le temps. Et merci pour le partage d'expérience. Voilà, j'espère que ça vous inspirera, vous donnera envie d'avancer, d'apprendre. Et puis voilà, de vous fixer un objectif, une date, et puis mettre en place les outils qu'il faut derrière pour l'atteindre, hein, tout simplement. Complètement. Voilà, écoute, merci beaucoup Benjamin. Merci à toi Mickaël, et à très bientôt pour tous ceux qui nous rejoignent ou qui pourront regarder cette vidéo. Merci pour votre écoute. À bientôt. Salut. Salut.